Tu sais, mon point de vue, c'est que le scénario idéal pour Israël serait une guerre entre l'Iran et les États-Unis, avec Israël en marge du conflit, sans y être trop impliqué. C'est le meilleur scénario possible. Les Iraniens sont trop intelligents. Ils ont dit, corrigez-moi si je me trompe, mais la déclaration est la suivante. Si l'Amérique nous bombarde, nous frapperons Israël de toutes nos forces, car nous considérons Israël comme une extension de l'Amérique. Nous ne faisons pas de distinction entre les deux. Si Israël nous attaque, nous frapperons les bases américaines, car pour nous, Israël et l'Amérique ne font qu'un. Notre liste de cibles ne changera pas. Si vous voulez une guerre avec nous, nous bombarderons les mêmes cibles, peu importe qui commence la guerre. C'est simplement la vérité. C'est ce que les Iraniens ont dit, et je les crois. Je crois que si les États-Unis bombardaient l'Iran, Tel Aviv serait bouleversée cette nuit-là. Il n'y a donc pas de scénario favorable pour Israël. Israël traverse une crise existentielle qu'il a lui-même provoquée. En définissant l'Iran comme la plus grande menace au monde pour Israël, et donc comme une menace qu'il faut éliminer, ils n'ont en réalité laissé place qu'à une seule solution politiquement acceptable. Mais c'est une solution qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre, qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils ont donc un problème politique. Donald Trump a de la chance de ne pas avoir encore acculé l'Iran à ce point. L'Iran, pour l'instant, est uniquement un problème nucléaire. Marco Rubio essaie d'en faire un problème de missiles balistiques. Mais je pense que plus les Iraniens disent simplement « Écoutez, nous ne voulons pas de guerre », la seule raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons ces missiles qui vous effraient, et nous ne comptons pas les abandonner. Si vous voulez que nous les abandonnions, vous devez non seulement éloigner tous vos porte-avions. Voici l'accord. Voilà ce que je leur dirai. Nous retirerons nos missiles de la ligne de front et les placerons dans des entrepôts. Vous, mettez vos porte-avions à quai. Et ensuite, lorsque vous mettrez vos porte-avions hors service, nous désarmerons nos missiles. En attendant, nous voulons des inspecteurs sur le terrain en Israël pour s'assurer que tous leurs avions ont été mis au ralenti afin qu'ils ne puissent pas parcourir de longues distances. Nous ne voulons aucun avion israélien capable d'atteindre l'Iran. Et par atteindre l'Iran, je veux dire qu'ils ne doivent pas pouvoir pénétrer dans l'espace aérien irakien et tirer leurs missiles à distance. Ainsi, vous éliminez la capacité d'attaque à longue portée d'Israël, de manière vérifiable. Vous éliminez votre propre capacité à le faire. Et ensuite, nous nous débarrasserons des missiles. L'équité, c'est l'équité, non? Parce que toute autre option reviendrait simplement à préparer la destruction de l'Iran. La seule raison pour laquelle l'Iran existe aujourd'hui, c'est son programme de missiles balistiques à longue portée. C'est tout. C'est la seule raison. Et y renoncer sans exiger d'autres changements serait un suicide. L'autre point, ou l'autre alternative dans cette équation que nous avons ici en Asie de l'Ouest, est l'évaluation faite par les États arabes conjointement avec la Turquie. Ils essayent de construire une sorte de pont entre les États-Unis et l'Iran afin de les rapprocher. Comment percevez-vous leur comportement dans cette direction? Pensez-vous qu'ils agissent de manière honnête? Penses-tu que, car après tout, à mon avis, personne ne se réjouirait d'une nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran en Asie de l'Ouest. Ce serait une dévastation totale pour toute la région. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran et des États-Unis. Toute la région s'effondrerait d'une manière ou d'une autre, serait d'une manière ou d'une autre dévastée par la guerre. L'économie de la guerre, les conséquences, l'escalade, les attaques, tout cela. Penses-tu qu'ils comprennent, qu'ils saisissent la réalité de ce qu'impliquerait une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Est-ce pour cela qu'ils essaient de faire cela?
Il ne fait aucun doute que si vous êtes un pays producteur de pétrole, vous comprenez les conséquences d'une attaque américano-israélienne contre l'Iran qui s'étendrait à des frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes. L'Iran détruirait alors la capacité de production pétrolière de l'Azerbaïdjan, de l'Arabie saoudite et du Koweït. Il détruirait probablement les Émirats arabes unis, tout le monde, en somme. Il provoquerait une crise énergétique. Il faut donc garder cela à l'esprit. Les Saoudiens, vous savez, essayent de plaire à tout le monde. Nous savons qu'ils ont entrepris un effort diplomatique concerté pour se rapprocher de l'Iran, qu'il y a eu des contacts de haut niveau et qu'ils cherchent à instaurer la stabilité régionale. Nous savons aussi qu'à l'heure actuelle, l'Arabie saoudite dépend des États-Unis pour sa sécurité. Ils n'ont pas encore réussi à s'en détacher. C'est pourquoi l'Arabie saoudite cherche non seulement à conclure un accord de sécurité bilatéral avec le Pakistan, qui était une réponse à l'attaque israélienne contre le Qatar, mais envisage maintenant de l'étendre également à la Turquie. Là encore, il s'agit de créer une base très solide pour contenir Israël. Vous savez, Israël est le problème et l'Amérique est le soutien d'Israël. L'Arabie saoudite est donc déchirée en ce moment. Je pense que c'est très possible, parce que j'ai lu certaines choses. Il faut faire attention à ce qu'on lit, car il circule énormément de désinformation. Mais j'ai lu que les Saoudiens encouragent les États-Unis à attaquer. Je sais aussi que l'Arabie saoudite continue de fournir des bases pour les avions militaires américains. Ils disent qu'ils n'autoriseront pas l'utilisation de leurs bases, mais ils ont déjà menti par le passé. Et si l'on en arrive, encore une fois, à une situation où les États-Unis disent « c'est le coup décisif », autrement dit, nous allons frapper pour tuer, je pense que l'Arabie saoudite à ce stade dirait « d'accord, faites-le, utilisez nos bases, faites-le, mais tuez-les, 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 ne les laissez pas survivre, et il faut les éliminer rapidement, car sinon ils vont s'en prendre à nos champs pétrolifères. Et ce serait une très mauvaise nouvelle pour nous. Je pense donc qu'il existe ce sentiment en Arabie saoudite et peut-être aussi dans d'autres pays. La Turquie est un cas intéressant. Le corridor de Zangezur. Vous vous en souvenez? C'était une grande crise entre la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Iran. Et l'Iran a dit, si vous construisez le corridor de Zangezur, nous ne resterons pas les bras croisés. Cela pourrait mener à la guerre et à tout le reste. Tom Barrack était impliqué dans cette affaire. C'était le corridor de Trump, le corridor de la paix de Trump. Trump mérite le prix de la paix à cause du corridor de la paix et du Zangezur. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Pourquoi? Il se passe des choses intéressantes en ce moment. En Géorgie, la République de Géorgie, en Abkhazie, la République séparatiste, les Russes travaillent très dur pour rouvrir cette ligne ferroviaire. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous rouvrez cette ligne, vous obtenez une connexion directe de Saint-Pétersbourg jusqu'à l'Extrême-Orient. Toutes les lignes ferroviaires convergent. Et vous avez désormais un itinéraire qui ne passe pas par Bakou ni par la mer Caspienne. Vous avez une ligne ferroviaire qui descend à travers la Géorgie, entre en Arménie et rejoint l'Iran. Et soudain, on peut charger un train de marchandises à Saint-Pétersbourg et l'acheminer jusqu'à Chabahar, d'où il rejoint l'océan Indien. Les produits chinois peuvent faire la même chose. Et la Turquie est désormais d'accord avec cela. Vous voyez, la Turquie cherchait auparavant à établir un corridor traversant l'Arménie pour rejoindre l'Azerbaïdjan et accéder à l'Asie centrale. Mais la Turquie ne joue plus à ce jeu-là. Pourquoi? À cause d'Israël. Je pense que la Turquie reconnaît désormais qu'il existe une menace plus grande venant d'Israël et des États-Unis, qui exerce des pressions sur les États arabes pour les pousser vers une sorte d'accord à la manière des accords d'Abraham. Certains Israéliens ont même déclaré que la Turquie représentait une menace stratégique plus importante pour Israël que l'Iran.
Ainsi, la Turquie modifie un peu sa stratégie, sa posture, et c'est tout simplement fascinant à observer. Encore une fois, voir le corridor de Zangezur disparaître constitue un problème géopolitique. Parce qu'il y a quelque temps, tu le sais, on en a déjà parlé, cela allait devenir une guerre. L'Iran envoyait même des troupes jusqu'à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Personne n'en parle, parce que cela n'existe pas. Personne n'essaie de le faire advenir. Au lieu d'aller d'ouest en est, cela se fait du nord au sud. Et les Russes font actuellement des choses en Abkhazie dont personne ne parle. C'est bien en dessous des radars. Mais ils travaillent avec les Abkhazes et les Géorgiens pour rouvrir cette ligne ferroviaire, car c'est un véritable bouleversement stratégique. Et je pense que le fait que la Turquie facilite désormais cela en dit long sur la position de la Turquie dans la géopolitique de la région. La Turquie n'est pas une ennemie de l'Iran. La Turquie est une amie de l'Iran. Ils peuvent être en concurrence sur certains points, mais la Turquie est une amie de l'Iran. Et je pense que la Turquie ajuste sa vision géopolitique pour intégrer la possibilité d'une amitié avec l'Iran. Et c'est une bonne chose. Je pense que cela joue en faveur de l'Iran. Donc, nous verrons bien. Corrigez-moi si je me trompe. Les négociations devaient-elles d'abord avoir lieu en Turquie avant qu'on parle de les déplacer, ou bien devaient-elles se tenir ailleurs avant d'être transférées en Turquie? Non, c'était censé se tenir en Turquie, à Istanbul. Puis ils l'ont déplacé à Mascate, à Oman. Oui, ça va se passer à Oman. Si je ne me trompe pas, ils vont se parler vendredi. Je ne sais pas si ce seront des discussions directes. Même maintenant, ils parlent de se parler directement. Steve Witkoff, avec, tu sais, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Et je pense, Scott, que ce qui est arrivé à l'Iran, j'ai été en dehors de l'Iran pendant plus de 12 ans, puis je suis revenu, et j'ai vu ce qui se passait avec cette manipulation interne venue de l'extérieur. Ils essayaient de tout manipuler ici. Et le résultat de ce qui s'est passé ces derniers mois, tu vois comment l'Iran se rapproche de la Russie. Quand tu vois le chef du Conseil de sécurité iranien, qui est littéralement l'une des personnes les plus proches du guide suprême, aller en Russie, parler avec la Russie. Oui, c'est Ali Larijani. Oh, Larijani, mais c'était Shamkhani. Shamkhani est, tu sais, l'un des experts militaires, et il a beaucoup d'expérience, parce qu'il a participé à la guerre contre l'Irak. Il fait partie de ce conseil, l'un des conseillers du guide suprême. Oui, d'accord, très bien. Mais Ali Larijani, lui, est le chef du Conseil de sécurité, et il est très important, l'une des figures les plus influentes en ce moment. Et tu sais ce qui est drôle? Il n'occupait pas ce poste avant le déclenchement de la guerre impliquant l'Iran. Puis il est arrivé, et il a changé les choses. Il détient beaucoup de pouvoir maintenant. Eh bien, ce qui est curieux, corrigez-moi si je me trompe, mais il lui était interdit de se présenter à la présidence lors de la dernière élection, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et donc, voici un homme qui cela montre simplement la stupidité de l'Occident. Vous avez une situation en Iran où les modérés l'emportent et ils commencent à évincer certains des conservateurs de la vieille école et tout le reste. Et encore une fois, vous savez, si j'étais à la CIA en charge du centre de mission pour l'Iran, je crois qu'on l'a fermé, mais peu importe. Je dirais au président, laissez faire, ne touchez à rien. Laissez les choses se dérouler naturellement. Nous obtenons les changements en Iran que nous souhaitons. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre. Et une fois que nous aurons un changement de direction politique, nous pourrons arriver avec la carotte, la levée des sanctions, et l'armée sera affaiblie. Nous pourrons ensuite travailler à réduire la portée des missiles. Nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons en laissant l'Iran faire cela par lui-même. Ah mais non, nous allons les bombarder.
Très bien, vous les avez bombardés. Et Ali Larijani, qui était interdit de se présenter à la présidence, est désormais l'une des personnes les plus puissantes et influentes d'Iran. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai étudié. C'est un acteur rationnel. Ce n'est pas un acteur irresponsable, c'est un acteur rationnel, mais je ne le qualifierais pas de modéré ou de libéral. Alors son frère n'est-il pas un haut responsable du pouvoir judiciaire? Oui, exactement. Exactement. Son frère était Sadek Larijani. Et lui, tu sais, il n'est pas du tout libéral. Mais en ce moment, tu vois, le point que j'ai soulevé, son voyage en Russie était tellement important, à mon avis, parce qu'il montre à quel point la relation entre l'Iran et la Russie est en train de se transformer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée auparavant, qu'ils atteignent un tel niveau de proximité. Et toi, Scott, comment tu vois ça? Tu te souviens, on parlait du conflit en Ukraine depuis si longtemps, plus de 4 ans. On en parlait avant et après la guerre. Et on disait toujours que la Russie se rapprochait de la Chine. Et maintenant, on voit le même schéma se reproduire avec l'Iran. Je le constate. C'est juste incroyable de voir ces deux pays se rapprocher de plus en plus, surtout compte tenu de leur histoire. Surtout compte tenu de l'histoire. Je veux dire, pas seulement l'histoire de, vous savez, l'époque du Far West de la période coloniale, avec la Russie impériale qui se déchaînait à travers la Perse affaiblie, vous voyez, l'occupation soviétique de l'Iran pendant la Seconde Guerre mondiale, et les efforts de certains, au moins au sein de l'Union soviétique, pour détacher le nord de l'Iran et en faire une république soviétique. Et puis il y a aussi, de manière générale, quand j'étais dans les marines, j'étais affecté à la force de déploiement rapide. La 7e brigade amphibie des marines en était la composante. Et en 1985, nous avons retravaillé la partie renseignement du plan d'opération, le plan d'intervention, pour intervenir en Iran, car les Soviétiques allaient tenter de prendre le contrôle des ports d'eau chaude de Chabahar et Bandar Abbas. Notre plan consistait donc à mener une opération amphibie, s'emparer de Bandar Abbas, s'emparer de Chabahar, débarquer des troupes, et ainsi de suite. À cette époque, il existait un dossier de contre-espionnage avec des listes, la liste blanche, les bons Iraniens que nous pouvions recruter et utiliser, la liste noire, ceux que nous devions arrêter et emprisonner, et les individus gris qu'il fallait surveiller. Mais vous savez, nous considérions alors l'Iran comme une nation menacée par une intervention soviétique. Et les Iraniens l'étaient aussi. Les Iraniens se préoccupaient de cela, de ce qui se passerait si les Russes tentaient de s'emparer des ports d'eau chaude. Jusqu'en 1968-69, l'Iran faisait partie du CENTO, l'organisation du traité central, avec l'Irak, la Turquie et d'autres. Quand j'étais en Turquie, mon père était conseiller auprès de l'armée de l'air turque. Et vous savez, il y avait ce lien avec l'Iran. Nous avions l'habitude d'organiser un tournoi de basket au lycée, le lycée George C. Marshall. Et le CSTL, j'ai oublié ce que cela signifiait, mais c'était un tournoi où nous invitions des équipes de Grèce. Toutes les équipes des lycées américains de Grèce venaient, les équipes turques participaient, et nous avions 2 équipes d'Iran, Isfahan et Téhéran. Les équipes de lycées américains sont venues en 1970, 1975 et 1977. Je crois qu'en 1967, elles ont peut-être été annulées parce qu'il se passait certaines choses. Mais vous savez, il y avait cette connectivité, une connectivité de type OTAN avec l'Iran jusqu'à la fin des années 1970. Et la République islamique a brutalement réprimé les communistes en Iran. C'était le parti Tudeh, non? Vous savez, du genre, « Salut, vous êtes désormais légaux, sortez de l'ombre, enregistrez-vous et tout. Merci de vous être enregistrés. Arrêtez-les tous et exécutez-les. Merci. » Et les Soviétiques ont réagi. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc il y a cette animosité, cette méfiance, cette antipathie. Et encore une fois, si j'étais à la CIA, je me dirais,
Misez là-dessus. Ils n'aiment pas les Russes. Ne les laissez pas se rapprocher des Russes. Vous savez, ne laissez pas cela arriver. Et pourtant, nous avons tout gâché. Je veux dire, même lorsqu'ils avaient une cause commune, si vous vous souvenez au début de l'intervention russe en Syrie, les Russes tiraient des missiles de croisière lancés depuis les airs qui frappaient des cibles de l'État islamique à l'intérieur de la Syrie. Ils ont obtenu la permission des Iraniens de les faire passer au-dessus de leur territoire et même de faire entrer les bombardiers dans l'espace aérien iranien pour larguer les munitions. Ensuite, ils ont obtenu l'autorisation d'atterrir leurs avions sur une base iranienne. C'était en 2015 ou 2016. Et les Iraniens ont dit « Faites-les dégager d'ici. Nous ne voulons pas d'avions russes sur nos bases. » Le peuple iranien a dit « Non, 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 non. » Et cela montre qu'il existe un ressentiment profondément enraciné. Et pourtant, aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se produit. Des officiers militaires iraniens s'entraînent dans des académies militaires russes, fréquentent des écoles pour apprendre différents métiers. Des ingénieurs iraniens du complexe militaro-industriel travaillent avec les Russes dans diverses usines, apprennent des choses. Des Russes viennent et apprennent des Iraniens. Il y a des délégations d'échanges militaires. Et le plus important, c'est qu'il existe un accord de sécurité stratégique qui a enfin été ratifié par les Iraniens. Je veux dire, j'ai adoré quand tout le monde, en juin, demandait « Pourquoi les Russes n'aident-ils pas ?» Parce que les Iraniens n'avaient jamais ratifié l'accord. Donc peut-être que les Russes ne pouvaient pas aider, faute de cadre juridique pour le faire. Maintenant, ce n'est pas un accord de défense mutuelle. Vous savez, la Russie ne va pas se précipiter et entrer en guerre contre les États-Unis ou Israël s'ils bombardent. Mais il faut lire entre les lignes. Comment les Iraniens ont-ils réussi à désactiver Starlink? Tout seuls? Ou ont-ils été conseillés par des gens qui ont déjà une expérience dans la désactivation de Starlink? Y a-t-il une relation de renseignement, une relation de sécurité? Il n'y en avait pas en juin parce que les Iraniens n'avaient pas ratifié l'accord. Aujourd'hui, il y en a une. Et moi, si j'étais un joueur, je parierais beaucoup d'argent sur le fait que les Russes collaboraient avec les Iraniens pour les aider à manipuler Starlink, le désactiver, le suivre, en extraire des renseignements, tout le système. Je pense que les Russes les aident aussi d'autres manières. Je veux dire, vous savez, les Russes disposent de certaines capacités de collecte spécialisées. Et lorsque les États-Unis font voler un bombardier B-2, et souvenez-vous, les États-Unis font voler des B-2 dans la région depuis longtemps, ils ont envoyé un groupe de frappe en Iran, ce qui était prévisible puisqu'ils avaient tout expliqué aux Iraniens. Et pensez-vous que les Iraniens en ont parlé aux Russes? Oui. Et tu penses que les Russes ont récupéré les données? Oui. Et maintenant, les données qu'ils ont collectées sur le profil de vol de ces appareils, je crois qu'elles ont été transmises aux Iraniens qui développent des contre-mesures. L'une des choses dont Donald Trump doit vraiment se méfier, c'est que si tu envoies des bombardiers B-2 dans l'espace aérien iranien, tu risques d'en perdre un. Parce que les Iraniens ne sont pas stupides. Souviens-toi, ce sont eux qui ont détourné la bête de Kandahar. Tu sais, ce grand drone qui ressemblait à un B-2 qui décollait de Kandahar et survolait Mashhad pour essayer de photographier les sites souterrains secrets où le gouvernement iranien se réfugie en cas de crise. Ils l'ont détourné. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, mais tu sais, l'appareil est contrôlé depuis le sol. Il est envoyé dans les airs. Puis il y a une période pendant laquelle les contrôleurs au sol le transfèrent via satellite à des opérateurs situés au Nevada qui le pilotent. Tout cela se fait avec un système de chiffrement,
ce qui signifie qu'il faut disposer du paquet de chiffrement le plus récent de la NSA. Il change tout le temps. Les Iraniens le suivaient dès son départ. Ils ont compris toute la procédure de transfert et ils le suivaient pendant la passation. Ce que les Iraniens ont fait, c'est intercepter le signal de transfert, en prendre le contrôle et le faire voler jusqu'en Iran. Et waouh, ils sont plutôt doués. Les Iraniens comptent parmi les personnes les plus intelligentes au monde dans ce domaine. Ils observent les États-Unis depuis longtemps. Mais enfin, Amérique comprend. Tout ce que nous avons fait en Irak, tout ce que nous avons fait en Syrie, les Iraniens observaient. Tout ce que nous avons fait en Afghanistan, ils observaient. Ils savent tout, absolument tout, et ils sont prêts. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des choses qu'ils ignorent. Bien sûr que si. Cela ne veut pas non plus dire que ce sera une promenade de santé, dans un sens comme dans l'autre. Mais quand on dépense autant d'argent pour un avion, j'oublie le prix d'un B-2, mais c'est énorme. On ne peut pas se permettre d'en voir un ou deux abattus. Ce qui m'inquiète, c'est que si les États-Unis tentaient de reproduire ce type de frappe, les Iraniens pourraient réussir à abattre un ou deux bombardiers B-2, parce que les Russes les ont aidés, et les Chinois aussi. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Énormément d'informations circulent. Un aspect clé de la survivabilité de ces systèmes d'armes réside dans leurs caractéristiques furtives. Mais lorsque ces caractéristiques furtives sont collectées par des nations capables de les analyser et de développer des contre-mesures, les Iraniens sont tout à fait capables, d'une part, peut-être de développer leur propre solution au problème du B-2. Mais ils sont surtout capables de comprendre les solutions qui leur sont fournies par les Russes et les Chinois et d'apporter les ajustements nécessaires ou de recevoir des équipements spécialisés. Les Russes ont peut-être fourni certains équipements spécialisés capables de suivre les avions furtifs. Ce n'est donc plus l'Iran de juin dernier. Je pense que l'Iran d'aujourd'hui est un pays complètement différent, et cela s'explique en grande partie par la relation étroite qu'il entretient désormais avec la Russie. Et ce n'est pas seulement une question militaire, il parle aussi de politique. Je pense encore une fois que je ne suis pas iranien, donc mal m'en prendrait de dire que quelqu'un a fait une erreur. Mais, vous savez, Raisi, je crois que c'était le président qui est mort dans l'accident d'hélicoptère, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il était à fond sur les BRICS. Je veux dire, si vous vous souvenez, les Russes devaient organiser la conférence des BRICS à Kazan. Les Iraniens devaient y participer. Et c'était censé être un grand coup, comme aller au casino à Las Vegas en misant tout son argent parce qu'on est sûr de gagner. Et ils étaient prêts à le faire. Mais ils ont été stoppés. Le nouveau président, le nouveau ministre des Affaires étrangères, ils ont pris leur distance, ils se sont montrés plus réservés. Et donc, le sommet des BRICS à Kazan n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. Parce que Iran a fait un pas en dessous. Et puis, bien sûr, il y a eu celle du Brésil qui a de nouveau été retardée. Non pas dans le sens de stupide, mais dans le sens où son potentiel a été freiné. Je pense que les Iraniens se réveillent maintenant face à deux réalités. L'Occident n'est pas votre ami et ne le sera jamais. Désolé. Et deuxièmement, la Russie est votre ami et veut l'être, tout comme les Chinois. Si les Iraniens parviennent à se détacher avec succès de l'Occident auquel ils ont été liés si longtemps et à opérer ce pivot vers l'Est, je ne vois que de bonnes choses pour l'Iran. Je vois de bonnes choses sur le plan économique, je vois de bonnes choses sur le plan géopolitique. Mais cela exigera des Iraniens qu'ils changent leur état d'esprit. Vous savez, et c'est difficile, parce qu'il y a ces immenses diasporas en Occident, en particulier la diaspora américaine, qui maintiennent encore des liens avec l'Iran. Et vous l'avez dit plus tôt, vous avez parlé de l'opération de guerre de l'information en cours, de la propagande. Maintenant que l'Iran entretient de bonnes relations avec la Russie,
Voici ce que je conseillerais. Peut-être pourriez-vous les aider. Il y a un homme nommé Andrei Ilnitsky. C'est un ancien lieutenant général. Il a été conseiller de Shoigu et il a élaboré le concept de guerre mentale. La guerre mentale est une forme de guerre hybride, des techniques utilisées pour faire s'effondrer une société de l'intérieur, sur les plans culturels, intellectuels et psychologiques. Et pour cela, il faut de la connectivité, un flux de données. Le peuple iranien doit comprendre ceci. La CIA, le MI6 et le Mossad utilisent votre connectivité pour vous détruire de l'intérieur. C'est ce qu'ils font. Encore une fois, pour le plaisir, pourquoi ne pas faire une enquête auprès de tous les professeurs de Téhéran, de toutes les universités de Téhéran, qui sont partis lorsque ces manifestations ont commencé, qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus vivre en Iran. Et demandez-vous pourquoi ils ne voulaient plus y vivre. Puis demandez-vous pourquoi tant de leurs étudiants ont participé à la violence. Parce que la connectivité dont bénéficie l'élite pro-occidentale en Iran crée une vulnérabilité. Je sais que les services de sécurité iraniens en sont conscients, mais il fut un temps où les Iraniens pouvaient voyager librement en Europe et assister à des conférences. Ils y étaient fortement recrutés, très fortement recrutés. Puis ils revenaient et utilisaient leur influence dans les universités pour recruter à leur tour des personnes qui croyaient encore à l'idée que l'Occident est votre ami. Et que si vous pouviez simplement neutraliser ces conservateurs, les sanctions pourraient être levées, l'économie pourrait prospérer et tout irait pour le mieux. Mais cela ne fera que mener à votre chute. Si le gouvernement iranien et le peuple iranien permettent à cette connectivité de se poursuivre, une guerre psychologique est menée contre vous chaque jour, travaillant à vous faire s'effondrer de l'intérieur. Vous savez qui ne mène pas de guerre psychologique contre vous? Les Russes et les Chinois. La réponse est tellement évidente, ce que l'Iran doit faire ici. J'ai déjà utilisé cette expression, et je ne veux pas insulter les Iraniens, mais j'appelle cela le syndrome du conjoint maltraité. Vous savez, la femme battue par son mari, mais qui revient toujours parce qu'il m'aime. C'est l'Iran et l'Occident. Nous vous frappons encore et encore. Et vous revenez toujours parce que vous pensez que nous vous aimons. Nous ne vous aimons pas. Nous vous détestons. Nous vous méprisons. Je veux dire, un mari qui bat sa femme la déteste, la méprise. Il ne l'aime pas. Les États-Unis détestent l'Iran. En réalité, il y a une haine viscérale envers l'Iran. Nous ne respectons pas votre culture. Nous ne respectons rien, ni votre religion, ni votre langue. Nous ne respectons aucun aspect de vous. Nous vous rabaissons encore et encore. Et pourtant, les Iraniens continuent de venir vers l'Occident, de se tourner vers l'Occident. C'est le syndrome du conjoint maltraité. Vous devez vous libérer de cela. Vous devez reconnaître que les États-Unis sont votre ennemi, pas votre ami. Et cela ne changera pas avant très très longtemps. Ensuite, vous vous ferez de nouveaux amis, de meilleurs amis. Et je pense que la Russie et la Chine sont de meilleurs amis pour vous. I think Russia and China are your better friends.